Salut Lola, Salut Charlotte. comment ça va aujourd'hui? Très bien. Bon bah super, ça va bien aussi. Je suis très contente de te recevoir pour une interview sur la chaîne YouTube Cassidio. Donc je te propose de directement te présenter et présenter ton activité. Ok, alors je m'appelle Lola Cigogno, je suis florathérapeute et consultante en bien-être émotionnel. Et en fait, j'accompagne les personnes qui traversent des périodes éprouvantes à les traverser et à apprivoiser leurs émotions pour en faire leurs alliés. Ah, très intéressant. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tout à l'heure. Mais là, j'aimerais bien qu'on fasse un petit retour en arrière et que tu nous présentes un peu comment tu étais enfant et puis après ton parcours scolaire, tes études. Ok. Alors, enfant, moi j'ai l'habitude de dire que j'ai été élevée dans un jardin et dans une cuisine. Ah, Voilà, c'est un peu l'essentiel de l'endroit où j'ai pu passer mon temps. super. Je suis née en Provence, j'ai été élevée par ma maman seule, D'accord. qui avait un très grand jardin potager. Donc en fait, on se nourrissait avec ce qu'il y avait dans le jardin principalement. Trop bien. Et du coup, forcément après, on le cuisinait. Donc on a passé beaucoup de temps dans ces deux endroits. Super. Du coup, ça m'a beaucoup marqué. Ah oui, j'imagine. Et puis, alors enfant, j'étais assez solitaire parce que je suis fille unique. Ah oui. Donc j'inventais beaucoup de jeux toute seule avec Ouais. mes peluches. Je partais avec mon vélo, j'avais ma petite peluche à l'arrière de mon vélo et je me racontais des histoires. Voilà, j'allais jouer dans les bois, j'allais jouer dans les champs à côté. Ouais. Donc j'ai passé beaucoup de temps à faire, me balader comme ça, à m'inventer des petits mondes. Ouais, une belle enfance malgré tout. Oui, très, très assez pauvre globalement, mais très heureuse. Très, Oui, c'est voilà, ça, j'avais vraiment l'essentiel et c'était très bien comme ça. Oui, malgré tout, dans l'innocence, même si peut-être la situation familiale n'était pas toujours évidente sur la gestion du quotidien, mais tu t'en rendais pas compte, quoi. Voilà, c'est ça. Je me rendais pas compte et j'avais vraiment l'essentiel, donc c'était j'étais très proche de la nature, on vivait beaucoup dehors. Après en Provence, oui, la météo le permet, c'est ça. Ouais. Donc tu gardes des beaux souvenirs de nature de ton enfance, quoi. Ouais, super. Et après, l'école, tout ça. Alors l'école, j'adorais l'école. Ouais. J'étais capable de dire que j'étais pas malade pour pouvoir aller à l'école. Ah oui, d'accord. Ok. Vraiment, c'était vraiment quelque chose. Non, je suis pas malade, je veux aller à l'école. J'étais très sociable, du coup, comme ma mère m'élevait seule, je passais beaucoup de temps en centre de loisirs, en garderie, en colonie de vacances, etc. Oui. Mais ça m'a permis de faire des choses super chouettes parce que j'ai fait des colonies de vacances de cirque, par exemple, de surf, j'ai eu des choses assez sympas. Ouais. Et j'adorais l'école, j'avais des amis, vraiment très sociable. C'était pas de soucis de ce côté-là. Très sensible aussi. Ouais. Voilà. Mais ça va souvent avec la sociabilité malgré tout, je trouve. Ah oui, c'est vrai. Tu as constaté. Du coup, j'avais ce côté très intense aussi, avec où je pouvais tomber très bas et aller remonter très haut aussi. Oui, les relations amicales avaient de l'importance. Énormément. Ouais. Et ça a continué dans l'adolescence Alors ça a continué dans l'adolescence, d'autant que j'ai un parcours un peu particulier parce que en maternelle, j'étais dans la maternelle de mon petit village. Voilà, j'étais vraiment dans la campagne, en Provence. J'étais bien dans la campagne. Et du coup, après, je suis allée dans une école primaire qui n'était pas celle rattachée à ma maternelle. Et après, je suis allée dans un collège qui n'était pas celui rattaché à mon école primaire. Ah, d'accord. Et au milieu de l'école du collège, j'ai déménagé en Dordogne. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc j'étais dans un collège qui était celui de là où j'ai atterri. Et pour ne pas aller dans le lycée rattaché à ce collège, j'ai choisi une option cinéma audiovisuel qui m'a amenée en fait jusqu'à Sarlat. D'accord. Où j'ai été en pension au lycée. Ah, ok. Et donc là, c'était vraiment super, mais du coup, a débuté un peu une carrière, un début de temps de vie où j'étais très axée cinéma audiovisuel. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est devenu une passion. C'est devenu vraiment une passion et c'est vrai que j'avais déjà fait des petits ateliers vidéo quand j'étais en Provence, vers mes 10-11 ans. Ah oui, d'accord, super. Mais après, j'ai passé beaucoup de temps à étudier le cinéma et j'avais choisi une option au lycée, on avait des options légères et des options lourdes, donc j'avais 8 heures de cinéma par semaine. Ah oui. Oui, donc un gros projet autour de ça. Ah oui. J'ai fait un super stage. Là-bas, il y avait ça, Sarlat? En fait, à Sarlat, il y a un cinéma, il y a un festival de cinéma. Ah ben oui, c'est vrai. Qui est un mini festival de Cannes, avec ses limousines et ses stars qui débarquent.
Et du coup, au lycée, en fait, on avait toute la semaine où il y a le festival de cinéma, on est vraiment libre d'aller voir autant de films qu'on a besoin de voir, qu'on a envie. Donc, c'était très très chouette. Ouais. Et moi, j'ai eu l'opportunité de faire un stage pendant une semaine avec un spécialiste des effets spéciaux sur le tournage. Ah ouais. Donc c'était vraiment génial. Enfin, je me suis éclatée. Voilà. Et après, je suis montée à Paris. J'avais le choix. Oui. Soit je partais à Bayonne pour faire un BTS. Ah d'accord. Soit je partais à Paris. Ok. J'ai hésité. Donc c'est un petit carrefour de vie, un de ces moments où on ne sait pas ce qui va se passer. Oui. Et voilà. Et j'ai choisi d'aller à Paris en me disant que j'aurais plus de débouchés. Oui. Je comprends. Donc encore une fois, j'ai fait une césure parce que tout le monde est parti à Bordeaux. Ah ouais. À ce moment-là. Ok. Et moi, je suis partie à Paris. Ah oui, d'accord. Donc je suis arrivée à Saint-Denis, Seine-Saint-Denis. Rien à voir. Moi, la fille de la campagne, je suis arrivée à Saint-Denis. Voilà, c'était pas évident. non, j'imagine bien, surtout à 18 ans. Ah oui, à 18 ans, j'ai dû apprendre à gérer un budget qui était tout petit. J'avais genre 400 € par mois. La bourse, quoi. Un appartement dans du Crous, 9 mètres carrés, dans un logement du Crous à Saint-Denis. Autant dire que c'était le changement total. Le changement total. Donc j'ai mis un petit moment avant de m'y plaire. Quand même, c'était assez difficile au début. D'autant que j'ai dû apprendre des trucs du genre, mais par exemple, j'ai besoin de thym. Comment on fait pour trouver du thym dans une ville? Ah, ça s'achète. On peut pas aller dans le jardin. Ça partait de là, quoi. Ça partait de là. Et j'en suis toujours là aujourd'hui. C'est un truc qui me... Il y a des fruits que j'ai du mal à acheter, il y a des herbes que j'ai du mal à acheter parce que pour moi ça se cueille. Ouais, d'accord. Ça ne s'achète pas en fait. D'accord. J'ai une espèce de base comme ça de vie. Oui, après c'est des habitudes donc, qui sont ancrées. Donc, ouais. Ah oui, donc alors là, oui, ça a dû faire quand même un sacré gap. C'était un sacré choc, c'était un sacré choc. Surtout dans une chambre du Crous, à Saint-Denis, 9 mètres carrés, c'était hyper particulier. Ah oui. Mais j'ai continué un BTS cinéma audiovisuel en montage pendant 2 ans. D'accord. Voilà. Et puis que j'ai adoré, pareil. Ouais. Vraiment, on était en immersion, on était 12 par classe et on passait énormément de temps ensemble. Parce que du coup, c'était à Saint-Denis ou c'était... Ouais, j'étais à pied à 15 minutes de mon BTS. Ah oui, d'accord, ok. C'était hyper pratique, c'était un BTS public. Ah oui, d'accord. Il était vraiment super ce BTS. Ok. Et puis, à la fin, le jour où j'ai eu mon diplôme, il y a un ami qui est venu me voir pour me proposer un boulot. Ah, super. Donc pareil, là, tout le monde partait à la fac. Ah, pour continuer les études. Ah, ouais. Et moi, j'ai commencé à bosser. Ah ouais, ok. Et je suis restée 12 ans dans la boîte. Ah oui, effectivement. Voilà. Oui, donc c'était le bon job. C'était le bon job. Voilà. Ok. Et donc là, pendant ces années-là, oui, ça t'a amené à voir plus tard. Peut-être tu vas nous raconter comment t'en es au métier que tu es aujourd'hui. Oui, alors ces années, tu as eu un certain déclic. Voilà, c'est ça n'avait rien à voir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même eu beaucoup de chance. Donc, on m'a proposé ce travail qui était un travail d'assistante monteuse. D'accord. Qui était le travail type qu'on pouvait trouver en sortant d'un BTS audiovisuel en option montage. D'accord. Voilà, c'était un peu le passage type qu'on pouvait avoir. On va dire qu'après, la filière, c'était après, on devenait monteur. Ok, oui. Voilà. Okay. Donc au bout de 2 ans d'assistanat, comme ce que font à peu près tout le monde, j'avais l'intention de devenir intermittente du spectacle. Ah bah oui. Pour faire du montage. Ok. Sauf que c'était à un moment donné, donc je travaillais pour les bandes annonces d'OCS, les chaînes de cinéma et série, qui s'appelaient Orange Cinéma Série à l'époque. Oui. Et c'était à un moment donné où, je me souviens, c'était à la période de la sortie de Boardwalk Empire, et il y avait de plus en plus de travail. Ils avaient besoin de recruter une 3e personne dans l'équipe. On était 2 assistants monteurs. D'accord. Parce que il y avait de plus en plus de bandes annonces à faire. C'était le début des bandes annonces qu'on livrait sur le web aussi. Ah bah oui. Et il y avait un vrai développement à ce moment-là. Et donc ils m'ont proposé, ils voulaient pas que je parte, donc ils m'ont proposé de me créer un CDI en tant que responsable d'équipe. D'accord, super. Pour faire la coordination. Puis comme je connaissais bien le milieu et que voilà, j'avais fait du bon boulot, ils m'ont dit écoute, on te fait confiance. Tu sais ce dont il y a besoin, donc tu crées ton poste. Super. Donc je me suis dit, ok, je prends. J'étais toute jeune, j'avais avoir du coup à ce moment-là, je devais avoir 22 ans. Ouais, c'est ça. Donc, ok, très bien. Alors, puis c'était, j'étais responsable d'équipe, donc il y avait un côté de la classe. À 22 ans. À 22 ans, c'est ça. Donc j'ai dit ok, et donc j'y suis restée pendant 10 ans à ce poste. Okay. Voilà. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait au fil des années, j'ai participé à la numérisation du métier. Ah mais oui. Parce qu'à l'origine, moi j'étais formée pour apprendre à câbler des magnétoscopes,
J'étais très en lien avec les gens parce que du coup, en tant qu'assistante monteuse, au début, j'allais dans la salle des monteurs, on passait beaucoup de temps à discuter et je venais recabler un peu des problématiques d'écran souvent, résoudre des bugs sur le logiciel Avid que j'avais découvert à mes 15 ans en faisant l'option. Donc je le connaissais très très bien en fait, parce que j'avais eu la chance d'être formée dessus et c'était vraiment le logiciel qu'on utilisait à ce moment-là. Donc j'avais vraiment une bonne expertise sur ce sujet et j'adorais ce truc d'aller câbler en fait des magnétoscopes tout en discutant avec les gens et on apprenait un peu plus sur le métier et on se connaissait mieux. De pas rester dans ton coin. Je restais pas du tout dans mon coin, c'est ça, c'était vraiment pas du tout l'objectif. Et en fait, petit à petit, le métier s'est numérisé. Donc au lieu de magnétoscope, petit à petit, on est passé sur des serveurs, des fichiers. Ah oui. Et les assistants que je formais, qui restaient globalement 2 ans, en fait, et ça a changé, donc on recrutait à chaque fois une nouvelle personne. D'accord. Donc moi, c'était vraiment une part que j'adorais faire, le recrutement et tout ça. Et en général, ça se passait très bien. Ouais, super. Sauf que petit à petit, les gens que je recrutais préféraient rester à la fin dans le bureau, à décrocher le téléphone et régler les problématiques par téléphone. Et on a perdu un peu, c'était difficile de retransmettre un peu ce goût de se déplacer, de prendre le temps, de résoudre les problèmes vraiment, d'aller vraiment chercher ce qui se passait et d'en profiter du coup pour discuter avec les gens. Parce que ce poste d'assistant, c'était vraiment une passerelle vers le métier de monteuse derrière. Oui. Et donc c'était dommage de ne pas profiter en fait d'aller discuter avec les monteurs pour apprendre. Et tu penses que c'est vraiment venu avec Internet et notre façon de faire qui a changé avec clairement. Et pas qu'Internet, mais le fait de numériser les choses aussi. C'est qu'on était en analogique au début, donc par exemple une des choses qu'on devait faire en tant qu'assistante au tout début, c'était on avait des bouts à bout de bande-annonce à faire. Donc un bout à bout de bande-annonce, c'était 1 heure ou un peu plus de bande-annonce qu'on devait sortir. Donc en analogique, on devait attendre 1 heure. En numérique, c'était pas du tout pareil, on faisait un export fichier. Oui. Et en fait, là, tout le métier a changé à ce moment-là. Effectivement. Et donc, moi, j'étais vraiment en lien avec les différents métiers. Il y avait ceux qui faisaient le montage audio, les ingé-sons qui faisaient la prise de voix. Il y avait tout le service de bande-annonce d'Orange, qui eux étaient employés, l'autopromotion qui était employée par Orange. Donc, on était en lien très proche avec eux. Je m'occupais de mettre en place des process pour que tout le monde puisse travailler correctement. Donc il y avait l'habillage, il y avait les graphistes, il y avait mon équipe d'assistants, il y avait aussi le prestataire de service qui m'employait. Moi j'adorais vraiment faire le lien entre toutes ces personnes-là. Petit à petit j'ai eu un binôme qui s'est formé avec une personne qui était en habillage, qui était prise en fixe aussi, donc on lui a créé un poste aussi pour elle. Super. Donc c'était vraiment, on avait un petit écosystème qui marchait très bien. Et à la fin, je ne faisais que gérer des fichiers et beaucoup moins d'humains. Et je résolvais des problèmes de serveur et je gérais des centaines de fichiers. Et au début, il y avait un petit plaisir aussi à me former, c'était nouveau. Et petit à petit, ça s'est vraiment dégradé, ça a été compliqué autant du niveau du client que moi à mon niveau. Ça a perdu un peu le sens. J'ai perdu le sens en fait de ce que je faisais. Et quand je suis tombée enceinte, en plus, donc en 2016, quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu ma fille, j'adorais mon travail. Et en reprenant le travail, je me suis mise à détester mon travail. C'était qui tout double. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'ai accouché, on m'a proposé de faire un 80%. Et au début, je disais, non, je vois pas en plus comment je peux faire mon travail qui est tellement chargé en 80%, ça me paraît impensable. Mais dès la minute où j'ai remis le pied dans l'entreprise, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Vraiment une perte de sens totale. C'était panique d'abord parce que, en fait, pourquoi on se prend la tête pour que les bandes annonces elles soient diffusées à 20h, on se sauver des vies, quoi. Et je me disais, mais je comprends pas pourquoi il y a tellement de pression. Et là où j'avais tellement à cœur avant de faire en sorte que tout soit parfaitement au niveau des deadlines, qu'on réponde à tout ça, là je comprenais plus. Je vois. Vraiment, ça n'avait plus aucun sens. Je vois très bien maintenant. Tu parles, et c'était dur parce que je comprenais pas comment on pouvait passer de j'adore mon boulot à je déteste mon boulot. Effectivement. Donc au final, c'est en tout cas pendant la grossesse ça a été encore. Oui, ça a été. Alors j'ai trouvé déjà pendant la grossesse il y a eu un déclic un peu qui est que il y a plusieurs choses qui se sont passées. La première chose, c'est que déjà j'ai éprouvé le besoin de ralentir fortement, comme j'avais jamais ressenti avant. J'étais quelqu'un
J'avais une petite base un peu trop élevée. Je suis quelqu'un qui est très active. J'ai besoin d'avoir un niveau d'activité assez élevé pour me sentir épanouie. Et du coup, j'avais quand même 2 fois dans l'année des moments où j'étais en surmenage. C'était en juillet et en décembre, tous les ans, où j'avais des lumbagos, où je me retrouvais complètement bloquée. J'étais tellement épuisée que je ne pouvais plus rien faire. Voilà, je tirais trop sur la corde. Et voilà. Et puis, pendant ma grossesse, j'ai découvert la méditation de pleine conscience. D'accord. Que je connaissais mais qui m'ennuyait fortement. Oui. Ça d'un nom mortel. Je vois. Vraiment, ça sort pour méditer. C'est chiant. C'est ça. Et en fait, non. C'est les phases de la vie, ça. Mais c'est vraiment les phases de la vie. C'est ça. Et en fait, j'ai découvert la méditation de pleine conscience. C'était le programme MBCP. Donc il y a un programme en 9 mois d'accompagnement à la grossesse officiel qui existe par la méditation. Ok, super. Donc j'avais un bouquin, j'ai suivi ça avec un bouquin. Ah d'accord. Et j'ai pratiqué de façon assez assidue. Il y avait quand même des méditations qui duraient 20 minutes, une demi-heure. Je les ai faites vraiment jusqu'au bout. Et voilà. Et ça m'a aidé à ralentir très très fortement. Et j'ai découvert ce plaisir aussi de faire les choses un peu au ralenti. Voilà. J'ai fait du yoga pendant ma grossesse, c'est pareil. Le yoga, ça me semblait d'un ennui sans fin avant. J'ai découvert pendant la grossesse aussi. Je me disais, mais c'est trop lent et tout ça. Et en fait, non, pendant la grossesse, j'avais envie de ça. Enfin, il y a un changement de perspective de toute façon. Je pensais pas être capable de vivre au ralenti comme ça. Et il y a un autre truc aussi, c'est que pendant ma grossesse, on m'a beaucoup répété. Donc j'avais plein de petits mots, comme toute femme enceinte. Voilà. Et on m'a beaucoup répété, c'est comme ça en fait. Oui, il n'y a pas. En fait, quand on est enceinte, c'est comme ça, il faut supporter, et puis il n'y a pas de remède, quoi. Non, c'est ça. Et là, je me suis dit, quand même, c'est pas bizarre, je suis pas tellement d'accord avec le fait de subir. Exactement, c'est ça. Et là, je pense qu'il y a eu un switch dans ma vie, vraiment, où. Et je pense que c'est toujours un peu mon credo aujourd'hui, qui est que on ne doit pas subir, il n'y a rien qui doit être subi. Et pour moi, il existe des solutions pour tout. Voilà. À partir du moment où on subit une situation... C'est devenu ton why un peu. C'est à partir du moment où on subit une situation, je comprends qu'on n'ait pas l'énergie de trouver les solutions, mais du coup, j'ai eu envie de devenir cette personne qui trouve les solutions pour que plus personne n'ait à subir sa vie. C'est un peu le... Voilà. Donc c'est comme ça qu'après tu as pris un tournant finalement. Différent. Ok. Voilà. Et alors du coup, comment t'es venue cette idée de métier qui est pas commun Voilà, c'est ça. Alors la première chose, c'est que j'ai repris le travail à 3 ou 4 mois, je sais plus, après l'accouchement. Le projet, c'était que mon compagnon se lançait en tant qu'indépendant. Ah, d'accord. Et une fois qu'il s'était lancé, je me lancerais à mon tour. C'était un peu comme ça qu'on avait envisagé les choses. Quelle que soit la durée que ça... peu importe. Je le soutenais et ensuite il me soutiendrait. Sauf qu'un mois après la reprise de mon travail, on avait une maison, une jolie petite maison donc, en région parisienne. Et on avait fini des travaux assez récemment et mon compagnon m'appelle un jour pour me dire qu'il y a une fissure dans notre sol en béton ciré tout neuf. D'accord. Je le rappelle tout de suite, il m'envoie la photo et il me dit est-ce que c'était là ce matin ? Je lui dis je suis sûre que c'était pas là. Vraiment, je suis sûre qu'elle n'était pas là cette fissure. Et donc il y avait une grosse fissure dans le sol. Et du coup, donc je le rappelle, on en parle et en me parlant, il s'aperçoit qu'il y a des fissures dans tous les angles de la maison en fait. Et donc là, c'est un peu panique à bord. Donc là, j'ai quitté le travail, je suis rentrée tout de suite. Lui gardait notre fille du coup à la maison. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait des travaux en contrebas de notre maison. Et en fait, il y avait un promoteur immobilier qui était en train de construire des immeubles. Et donc on l'a su beaucoup plus tard, mais en fait c'était en train de provoquer un glissement de terrain parce qu'il n'avait pas étayé le terrain. On avait un terrain en pente et donc tout simplement ça c'était en train de glisser. Et 3 jours après, les voisins sont venus nous voir paniqués en nous disant mais notre maison est en train de s'effondrer sur la vôtre. Et dans la nuit on entendait, ça m'a marqué parce que il y a une nuit où je suis partie aux toilettes après avoir allaité ma fille et en fait j'arrivais pas à ouvrir la porte de notre chambre. Et le temps d'aller aux toilettes, je n'arrivais plus à la refermer. C'est-à-dire si ça bougeait, quoi. Et donc ça, c'était le lundi. Et le mercredi, la mairie nous a demandé de partir. Donc le jeudi matin, on est parti. Arrêté de péril. Et on n'avait plus le droit de rentrer dans notre maison, quoi. Vous avez dû tout laisser comme ça. On a dû tout laisser comme ça, du jour au lendemain. Donc on a pris tout ce qu'on a pu, on a mis dans des sacs.
Et on est parti chez les parents de mon compagnon à ce moment-là. Pendant 1 mois et demi. Après, on a trouvé une maison parce que la mairie n'a pas pu nous trouver un logement décent pour nous reloger. Donc on a trouvé une maison. Et ce qui s'est passé, c'est que donc ça a été terrible à vivre. C'était une vraie descente aux enfers, concrètement. Et en reprenant le travail, qui pour le coup, même si je m'étais mise à détester ce travail, ça reste un pilier. Parce que j'avais un environnement bienveillant, très à l'écoute et qui me permettait vraiment de faire les allers-retours nécessaires. Pour gérer tout ça. Donc, ils ont été hyper soutenants pour le coup. Vraiment hyper compréhensifs, hyper soutenants. C'était quand même une entreprise familiale, avec un esprit familial. Pas familial, mais voir, je pense, tout changement en fait. Oui, c'était terrible. Terrible. Et donc descente aux enfers, dans le couple, tout. Et il y a une des clientes qui m'a tendu un flacon de fleurs de bac à ce moment-là. C'était Étoile de Bethléem. Et qui m'a dit, je pense que tu en auras plus besoin que moi. Et bon, je savais pas à l'époque que ça restait cette répercussion-là. Mais du coup, elle a eu ce geste en tout cas. Vraiment, elle m'a dit, je pense que tu en auras plus besoin que moi. Et donc j'ai pris. Je ne saurais pas du tout te dire à l'époque ce que ça m'a fait. J'étais vraiment dans un... C'était très très dur. Donc, mais tu savais ce que c'était quand même. Oui, je connaissais les fleurs de bac. Et je pense qu'elles étaient déjà dans ma vie parce qu'en fait, je connais les fleurs de bac depuis très longtemps. Mais j'en avais pas conscientisé l'arrivée. Là, vraiment, ça a été un geste marquant. Et après... j'étais en train de devenir maman, donc il y a toute la période de matrescence qui est très compliquée. Dans le couple, c'était très compliqué. La gestion de cette maison qui s'effondrait. Enfin, on a commencé un procès. Bon, ça a été un enfer, vraiment. Effectivement, oui. C'est... ce moment-là, c'est... tout en même temps. Oui, tout en même temps, c'était pas possible. Mais on a tenu bon. Je sais pas comment, mais on a tenu bon. Grâce aux fleurs de bac, notamment. Vraiment, je pense que sans ça, on aurait terminé chez les psys, mais on n'avait pas les moyens financiers d'aller... Toute la famille en prenait, du coup. Et oui, en plus, on a se faire accompagner en thérapie, c'est pas... On n'avait pas les moyens de faire ça, parce qu'on avait un crédit immobilier. Mon compagnon venait de quitter son CDI pour se lancer en tant qu'indépendant. Donc, il n'y avait que mon CDI, et il y avait des dépenses de fou à faire, parce qu'il fallait se reloger dans ce nouveau logement. Donc, on a pu aller récupérer quelques affaires. Tout ce qu'on a pu récupérer, on l'a récupéré. Sous la supervision de la mairie. Il faut louer des camions, des trucs. Il y avait tout un tas de choses de dépenses à faire qui n'étaient pas prévues. Plus le procès. En plus, avec des dépenses liées à un loyer, un second loyer. Donc on payait un crédit immobilier plus un loyer. Enfin voilà, il y a un moment où on n'a plus pu le faire. Psychologiquement, payer un crédit pour une maison dans laquelle on ne peut pas aller. Tout à fait. Donc après, la banque a accepté de reporter le crédit. Mais bon... c'était financièrement, psychologiquement très compliqué. Et un jour, le propriétaire de la maison qu'on louait, du coup, nous a dit ça fait 3 ans, ça devait être temporaire. Moi, j'aimerais bien que vous partiez. J'aimerais louer la maison à d'autres personnes qui en ont besoin aussi en juillet. Donc, on était en janvier 2020. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon compagnon, on pensait déménager à Bordeaux. Ah déjà ? D'accord. On avait envie de ça. Lui n'était pas complètement lancé, c'était pas encore hyper stable. Parce que toi, ta maman était toujours en Dordogne pendant ce temps. Oui, c'est ça, tout à fait, exactement. Et donc, en janvier, un jour, je suis rentrée du boulot et je lui ai dit, écoute, c'est le moment. Du coup, oui. C'est le moment. Je quitte le CDI et puis on verra bien. On n'avait aucun filet de sécurité. Parce que les comptes bancaires étaient vides. On avait tout vidé pour ce procès qui était en cours. Honnêtement, on n'avait plus rien du tout. Et ton conjoint était toujours indépendant. Et mon conjoint est indépendant et dans ses premières années. Donc, sachant qu'il avait gardé notre fille pendant un moment. Il avait géré tout le côté administratif du procès. Donc lui, il s'était lancé beaucoup plus tard que prévu. Et oui, forcément. On avait fini par avoir une place en crèche. Parce qu'on avait dit à la mairie à un moment, vous faites rien pour nous. Si vous pouvez nous aider au moins sur quelque chose, j'avoue, ce serait avoir une place en crèche. Donc on a eu une place en crèche. Et il a pu démarrer son activité, mais c'était assez récent. Donc on n'avait vraiment aucun filet de sécurité. Mais on n'avait pas le choix. Parce que le propriétaire à la porte. Et c'était un ami de la famille, une connaissance de la famille, donc on ne voulait pas non plus créer de conflit. D'accord. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y aurait le Covid juste après. Donc moi j'ai annoncé que je voulais partir et que je voulais... Donc ça, c'était en janvier. Et que je souhaitais une rupture conventionnelle de contrat. Après 12 ans de travail, ça aurait été sympa.
mais il voulait pas. Ah bon? Non, parce qu'il voulait pas que je parte. Ah oui, d'accord. Donc il y a eu un montage d'abandon de poste D'accord. qui était affreux. Mm. Affreux, vraiment. Mm. J'ai négocié tout ça au téléphone pendant le confinement Ah oui, d'accord. avec ma fille qui avait du coup 4 ans, Ah oui. qui me poursuivait dans la maison Ouais. pendant que j'étais au téléphone. Enfin, Ouais. C'était affreux. Ouais. Nous, on n'a pas arrêté, on était censé arrêter le service des bandes annonces et finalement, on l'a pas arrêté parce que, avec ma collègue avec qui on avait créé le poste, on a tellement bien géré le truc à distance que finalement, ils ont décidé de continuer. Ok. Voilà. Donc, c'était super. Donc, on a pu voir que tout pouvait fonctionner en remote. Mm. Voilà, c'était très bien. Et moi, j'avais quand même ma fille à la maison et je bossais Ouais. avec elle. Donc, c'était Non, mais- oui, une cata. oui. Oui, une cata. Vraiment une cata. Ouais, ouais. Et dès qu'on a pu, du coup, et je cherchais un logement en même temps sur Bordeaux. Ah ben oui, c'est vrai. Voilà, donc je faisais un peu tout en même temps. Mm. Et dès qu'on a pu, mon compagnon est descendu à D'accord. Bordeaux pour aller visiter. D'accord. Et la deuxième fois où il est descendu, je l'ai appelé pour lui dire on a un appart. Ah ouais. En même temps, il y avait une agence qui m'a appelé pour me dire c'est bon, vous avez été choisi. Ok. Ah. Il y a un truc qui va bien. Ok. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, moi, pendant cette période-là, en plus, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire Oui. dans l'idée? Je quitte mon CDI parce que je n'en peux plus. Oui. Vraiment, puis il y avait toute une cascade de choses qui faisaient que C'est ça. c'était terrible au boulot aussi, ça se passait pas bien. À cause du Covid en plus, quoi. Non, avant Déjà 2019. avant, ouais, 2019, déjà, l'année ouais. 2019 a été épouvantable. Je pense Ouais, que c'est la pire ok. année. C'était épouvantable à la maison, c'était épouvantable Ouais. au boulot, enfin, Ouais. rien n'allait. Et du coup, on est parti. Et donc moi, je me demandais un peu ce que je pouvais faire, donc j'ai commencé à me faire suivre par une coach qu'on m'avait d'accord. conseillée, qui avait aidé une de mes... Un peu en reconversion. Ouais, c'est ça, Mm. qui avait aidé une de mes amies en fait à se reconvertir. Ah oui, ok. Et du coup, je l'ai rappelée et elle m'a aidée un peu aussi. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit que j'allais devenir conseillère en aromathérapie. Ah oui, donc en fait, à travers les travaux que vous avez fait avec la coach, Ouais, on a découlé on a découlé cette idée-là, Ok. cette piste-là. D'accord. Donc en fait, en janvier, en même temps que tout le reste, j'ai commencé à me former à distance pour être D'accord. conseillère en aromathérapie. Ah, ok. Où je me suis spécialisée femmes enceintes, jeunes enfants et cosmétiques naturels. D'accord. Parce que j'étais partie de ce postulat de on ne doit pas subir ces maux de grossesse. Et oui, et du coup, Voilà, la boucle l'aromathérapie, pour les personnes peut-être qui ne savent pas, c'est les huiles essentielles. C'est les huiles principalement. essentielles, les hydrolats, Ok. voilà. Et l'utilisation des huiles végétales forcément aussi. Oui. Et donc je me suis vraiment passionnée pour ces D'accord. choses-là. Ok. Et le fait de me spécialiser femmes enceintes et jeunes enfants, du coup ça me permettait vraiment de répondre à des questions et de vulgariser ce travail. Oui. Autour de, parce qu'il y a beaucoup de croyances autour du fait que les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser Mais oui, les tout à huiles fait. essentielles. Ouais. Moi, je les ai arrêtées personnellement. Voilà, les C'est là que j'ai jeunes découvert enfants le terme aussi. de blague, d'ailleurs. Et voilà, mais Oui. c'est ça. Et du coup, je me suis dit, mince, moi j'aimerais bien que les gens puissent continuer à ne pas subir leurs petits maux du quotidien. Ok. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc Ouais. j'ai eu une formation assez costaud, parce qu'elle a duré 100 heures. D'accord. Donc, c'est quand même assez Oui. complet. Oui. Et c'est comme ça qu'en septembre 2020, dès que ma fille a repris l'école dans sa nouvelle école, j'ai démarré Conseillère en aromathérapie. du coup. conseillère en aromathérapie. Ok, Voilà. D'accord. Et donc après, j'ai commencé, ma toute première offre, c'est que je proposais aux gens qui avaient des huiles essentielles chez elles de leur faire un petit cahier où je leur expliquais comment utiliser leurs huiles essentielles et tout ce qu'elles pouvaient faire avec. Ok, super. Voilà, mais c'était une offre pas du tout rentable, ça J'imagine. prenait un temps infini à faire. Oui. Évidemment, j'avais ma première proposition, donc j'y mettais énormément de La cœur. pédagogie a beaucoup d'importance, j'ai l'impression c'est quand même ça. à chaque fois, Ouais. quel que soit le poste. Exactement. Voilà. Faut expliquer comment on utilise les huiles essentielles, dans quel cas. Donc je prenais en fait vraiment le portrait de la personne qui me demandait ça. Ouais. Je lui demandais toutes ses contre-indications, le suivi médical, etc. Et j'adaptais vraiment les huiles essentielles à leurs besoins. Et toi, c'est quelque chose qui te porte quand Oui. on le sent, dans comment t'expliques, en tout cas sur le niveau pro, ça a toujours été quelque chose, t'es toujours partie en fait de j'écoute les gens, j'écoute leurs besoins et je leur propose quelque chose d'adapté. Exactement, quoi. exactement. C'est vraiment ça qui me... Ouais. Et c'est autant ça dans mon travail de coordination technique c'est ça. que ce que je fais aujourd'hui en fait. Où c'était vraiment, ok, vous avez des problèmes, vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, super. Et donc du coup, au final, après, ça
ça a quand même été le socle. Et après, tu t'es spécialisée en fait. Alors après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un petit peu du mal à trouver ma voie dans l'aromathérapie parce qu'il me manquait une base en anatomie. J'avais pas été formée sur le côté anatomique et proposer des solutions sur les petits mots du quotidien sans avoir cette base-là. D'accord. Du coup, ça m'inquiétait un peu parce que j'avais peur de faire des bêtises. Ouais. Et après, je me suis dit, mais étant hypersensible, étant quand même très portée sur les émotions, je me suis intéressée à l'olfactologie. Parce qu'il y a beaucoup moins de contre-indications. Et je me suis rendu compte à un moment donné que je conseillais quotidiennement des fleurs de bac autour de moi, sans m'en rendre compte. Ah ouais. Ok. Et là, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose à faire. Et je me suis aperçue aussi qu'en fait, à chaque fois que j'avais déménagé, les premiers livres que j'empruntais à la bibliothèque de la ville où j'allais, c'était des livres sur les fleurs de bac. Ah, mais c'est fou ça. Et en fait, j'avais pas mis de mots dessus, j'avais pas pris la conscience de ça. Mais par contre, tu te rappelles l'origine de ça Pas du tout. Je sais juste que, au moins depuis que j'ai rencontré mon compagnon, oui, d'accord. Je sais que les premiers livres que j'ai empruntés dans ces bibliothèques-là, c'était des livres sur les fleurs de bac. En fait, tu te dirigeais vers le rayon bien-être, on va dire. Oui, c'est ça. Et en fait, ça t'appelait à chaque fois. Et ça m'appelait, voilà, et je prenais des livres sur les fleurs de bac, sur les huiles essentielles aussi, mais finalement moins. Et après, c'est vrai que j'ai passé tellement d'heures à lire les bienfaits, mais autant de... Et après, c'est de façon très élargie, hein, des huiles essentielles, des hydrolats, des huiles végétales, et des fleurs de bac, mais principalement les fleurs de bac. Et comme les fleurs de bac, il n'y a pas de contre-indication, et oui, c'est ça. En fait, c'était facile pour moi de conseiller des fleurs de bac. Ah, t'as tel problème, tu sais, tu devrais essayer telle fleur de bac. Peut-être tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors, les fleurs de bac, oui, tout à fait. Les fleurs de bac, c'est des infusions solaires de fleurs sauvages, ou cultivées, mais plutôt sauvages en général. Et en fait, il y en a 38 et chacune vient cibler un état émotionnel très précis. Et donc, elles viennent rééquilibrer les émotions globalement. Ok. Donc, au final, c'est des fleurs qu'on laisse au soleil en fait. Oui. Et on dans l'eau. Après. Elles sont dans l'eau en fait. D'accord. Et après, on vient récupérer l'eau. Ouais. Et c'est ça qu'on appelle les teintes. Enfin, c'est pas des teintures mères parce que c'est pas exactement pareil. Mais après, c'est le flacon d'origine. D'accord. Ok. Avec lesquels on fait. Et du coup, comment ça a été découvert ça en fait Alors, c'est assez génial. En fait, c'est le docteur Bach, donc dans la fin des années 30, qui a découvert ça. Et en fait, à l'origine, il était en train de créer des vaccins homéopathiques. Voilà. Ok. Et en fait, il s'est rendu compte en observant la nature, c'était quelqu'un vraiment un amoureux de l'humain et de la nature en général. Et en observant les plantes qui ont un certain comportement, une certaine façon de réagir à leur environnement, il s'est rendu compte que en créant des élixirs de ces plantes-là, elles avaient un effet assez semblable sur nous, sur les humains, sur lui en l'occurrence. Super intéressant. Et donc en fait, petit à petit, il a exploré les plantes autour de lui. Et vraiment, c'était un mélange d'intuition et d'observation de comment la plante réagit avec son environnement. Ok. Et il s'est aperçu qu'en fait, ça créait le même genre de choses et d'effets sur les humains. Et il arrivait à mettre des mots dessus. C'est pas évident, je pense, de se dire telle fleur a tel effet sur telle émotion, parce que c'est assez précis, je trouve, les fleurs de bac. Alors c'est précis, mais pour lui, c'était pas tellement... Il l'avait peut-être pas écrit comme ça à la base. Oui, c'est ça. Il y avait à la fois de l'instinct et à la fois vraiment... voilà une fleur qui va être en rejet ou qui va s'ouvrir. D'accord. Et voilà, et il a réussi à le retranscrire comme ça à l'humain. Et petit à petit, il a abandonné ses histoires de vaccins et il a passé le reste de sa vie à créer un système complet avec les 38 fleurs où l'idée c'est qu'elles se suffisent à elles-mêmes. C'est-à-dire que ces 38 fleurs répondent à toutes les émotions que l'humain peut ressentir au cours de sa vie. C'est incroyable. Voilà. Et donc, après, il en aurait certainement découvert d'autres. S'il avait vécu plus longtemps, il avait une assistante qui s'appelle Nora Wicks. Ah, d'accord. Qui a repris un peu son travail. Ok. Et aujourd'hui, il y a Philippe de Roide qui a créé les élixirs floraux contemporains qui reprennent vraiment ce fonctionnement-là. Et là, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en a entre 90 et 120, je crois. Ah, d'accord. Voilà, donc il a vraiment continué. Okay. Et donc, on en a qui vont peut-être correspondre à des problématiques qu'on va rencontrer plus aujourd'hui aussi. Oui, c'est ça aussi. C'est que les problématiques ont peut-être changé avec le vie moderne. Mais malgré tout, les émotions de base, les fleurs de bac permettent déjà de... Ok. Donc finalement, toi,
Tu as fait une nouvelle formation? Alors j'ai fait une nouvelle formation, c'est-à-dire que j'ai commencé par proposer quelques consultations comme ça pour voir ce que ça donnait. J'ai eu d'excellents résultats, les gens étaient vraiment enthousiastes et j'ai décidé de me former avec le centre bac. Je voulais une formation vraiment officielle et mon formateur François Deportes c'était vraiment, voilà, c'est devenu vraiment un de mes mentors en fait. C'était une très très belle formation. Ouais, tu t'es sentie alignée à ce moment-là? Oui, vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et j'ai eu l'ambition à ce moment-là de me dire, mais je veux que les fleurs de bac deviennent ma vie, quoi. C'est passionnant, il y a tellement de choses à découvrir. Et surtout, tout le monde devrait avoir des fleurs de bac dans sa vie. C'est que ça t'a donné envie de le transmettre à tout le monde. J'ai eu l'impression que, je sais pas, on pouvait résoudre tous les problèmes du monde avec les fleurs de bac. C'est senti investi d'une mission, un peu de sauver le monde. Oui, mais c'est ça. Après, j'ai toujours eu un peu ce côté-là. C'est là que j'ai la maman d'une amie, quand j'étais au lycée, qui m'avait dit, mais avant de vouloir changer le monde, tu peux commencer autour de toi déjà. Ouais, j'ai toujours eu un peu ce côté-là. Donc là, du coup, maintenant, c'est ton métier. Et est-ce que ça implique malgré tout un quotidien d'entrepreneur, même si tu es thérapeute, on peut dire ça comme ça? Oui. Comment se passe ton quotidien? Est-ce que c'est linéaire ou au contraire, tu ressens le besoin peut-être de t'inspirer régulièrement, de trouver des sources de motivation? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, ce que j'ai fait, c'est que déjà, les fleurs de bac, le problème, c'est que les gens connaissent de nom. Il y a beaucoup d'a priori dessus. De quoi? De ça alors, marche pas? Il y a le c'est pas assez fort. Ça marche pas. Au niveau des études scientifiques, c'est difficile de prouver que ça fonctionne. Après, par exemple, il y a des hôpitaux en Amérique latine qui les ont beaucoup utilisés sur la dépression. Donc on a fait des travaux. On a fait des écrits qui prouvent qu'il y a eu des vrais changements avec les fleurs de bac. Très intéressant. Après, il y a tout un apprentissage à faire aussi parce que le fait qu'il y ait de l'alcool dedans. C'est vrai. Il y a beaucoup de femmes enceintes et de jeunes parents qui sont inquiets à l'idée de donner ça à leurs enfants. Mais il faut savoir que l'alcool qui est contenu dans les fleurs de bac, c'est l'équivalent d'une banane trop mûre dans l'estomac. Ah oui, trop marrant. Donc en fait, c'est rien. C'est une goutte, c'est une pipette pour la consommation. Et voilà, il y a quand même un peu une éducation à faire autour de ça. Et puis, il y a beaucoup de flacons qui sont vendus des complexes tout prêts, parce que les gens aiment bien aussi quand c'est tout prêt. Et il y a des pharmaciens qui les conseillent, et à juste titre, mais ils ne sont pas toujours formés. Oui, bien sûr. Et des fois, du coup, ça crée des déceptions. Oui, des déceptions. Les gens pensent que ça ne marche pas. Voilà, mais souvent, quand ça ne marche pas, c'est que soit les fleurs n'ont pas été prises régulièrement, soit ce n'étaient pas les bonnes fleurs qu'on avait choisies, soit les personnes ne se sont pas rendues compte qu'il y avait eu un changement. Parce que c'est pas non plus... C'est pas comme quand... t'as un problème physique en fait. C'est ça. Et puis tout le monde n'est pas très connecté à ses émotions. En plus, t'as raison. Voilà. Je pense que ça c'est un des problèmes principaux. C'est que le fait qu'on est quand même globalement coupé de nos émotions, même si on en parle de plus en plus, on nous a habitués à cacher, à mettre un peu un couvercle sur les émotions parce qu'il ne faut pas qu'elles soient trop démonstratives. C'est ça. Et on a confondu du coup ce qui est émotivité avec le fait de juste ressentir des émotions. Et d'être un être humain. C'est ça. Parce qu'on n'est pas obligé de pleurer devant tout le monde, on n'est pas obligé d'avoir des exclamations de joie devant tout le monde. On peut aussi ressentir ses émotions et être connecté sans en faire une démonstration. Et de savoir les identifier du coup. Les identifier, et puis on peut aussi choisir l'endroit où on les laisse exploser et s'épanouir. Donc voilà. Donc du coup, j'ai aussi ajouté un peu à ce que je fais aujourd'hui, d'où le consultante en bien-être émotionnel. J'ai ajouté un peu une casquette de consultante autour de la régulation émotionnelle. Donc je propose des ateliers en entreprise. Je propose pas mal d'ateliers comme à la Maison éco-citoyenne de Bordeaux, mais aussi dans des événements comme la Fête de la Nature. Super. Parce qu'il y a ce travail d'apprentissage aussi où il faut expliquer et du coup montrer un peu toutes les facettes qu'il peut y avoir autour. Voilà. Et pour répondre à tes questions de motivation et d'inspiration, c'est vrai que du coup, il y a François Deportes, donc mon formateur, qui m'inspire beaucoup. Lui, il nous a toujours dit, pendant tout le temps de la formation, qui a duré quand même 1 an. Ah oui, d'accord. Par intermittence, mais avec des temps où on est en théorie et des temps d'apprentissage personnel. Et il y a un gros suivi aussi. Il faut quand même le savoir parce qu'on a l'impression que les fleurs de bac, c'est un peu perché. Il y a quand même eu 6 entretiens qui ont été filmés, réécrits
et ensuite superviser. Donc il y a quand même un gros travail de supervision derrière. D'accord. Voilà, Ok. donc ça demande beaucoup d'heures Ouais, c'est sûr. d'investissement. Oui, c'est une formation classique. Oui, c'est une finalement. formation Ouais, assez. Voilà. presque, Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que je disais? Au niveau des inspirations, c'est vrai que lui nous a toujours dit lisez beaucoup. D'accord. Donc c'est vrai que bon, je suis maman, alors je fais comme je peux. Souvent je lis 3 pages le soir et je m'endors, mais je lis tous les soirs. Et c'est vrai que j'essaie de lire de tout. Alors, pour le côté entrepreneuriat, j'ai lu beaucoup de livres business. Par exemple, Entreprendre et surtout être heureux, qui a été écrit par Alexandre Dana. Mais j'essaye aussi de lire des choses, plus des romans aussi. Ouais. Je trouve que souvent on trouve des réponses. Tout à fait. Donc après, ça va être des romans, j'aime bien les romans feel good, un peu comme Virginie Grimaldi. Voilà, Virginie Grimaldi. J'aime bien les livres aussi de Liliane Mosca. Voilà, mais après, j'aime beaucoup aussi lire des livres qui sont un peu plus ceux d'Éric Renard, par exemple, ou de Richard Powers. Enfin, je suis vraiment fan de leurs écrits. En ce moment, là, je suis en train de lire d'Éric Renard. C'est comment ça s'appelle Non, j'ai oublié son nom. Bon, peu importe, mais voilà. C'est vrai que j'aime bien lire, j'aime bien trouver des réponses aussi dans ces livres-là. Et ça te permet peut-être de trouver aussi des idées parce que de ce que j'entends quand même, ton activité, elle est en constant changement, entre guillemets, où tu proposes des nouvelles offres, tu t'adaptes, et peut-être ces lectures te permettent aussi de trouver des idées pour pouvoir t'adapter au marché, entre guillemets. Oui, mais c'est ça, mais parce que du coup, je parle vraiment d'émotions concrètes, et c'est vrai que j'avais un projet à un moment donné, je ne l'ai pas fait parce que ça me demande trop de temps, mais il y a un moment donné où j'aimais bien, quand je regardais des films, par exemple, de reprendre un personnage, ou même dans les livres, et où je me disais, et ce personnage-là, il est en train de traverser un état, par exemple, violette d'eau. Violette d'eau, c'est une fleur de bac. Et je me disais, mais c'est ça. Et il faudrait que j'arrive à réussir à retranscrire cette histoire. Voilà, ça demande, je pense, un petit peu de temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur. Je pense que c'est une super idée pour qu'après, derrière, les gens puissent comprendre, s'identifier. Parce que c'est très difficile d'expliquer comment fonctionnent les fleurs de bac. Et les gens qui ont vécu une expérience fleur de bac sont généralement transformés et te disent, waouh, mais c'était vraiment incroyable. Mais du coup, pour expliquer ça, je pense que prendre des personnages de fiction et dire, bah voilà, en fait, un tel, elle est en train de traverser cet état-là, négatif. Parce que les fleurs de bac, elles partent toujours d'un état négatif pour aller vers un état positif. Et donc, on traverse cet état négatif et en fait, on prend telle fleur et du coup, hop, on arrive vers l'état positif. Mais je trouve que c'est vraiment pour aussi consommer des fleurs de bac, je trouve que ça rejoint exactement ce que tu disais au tout début, que ça empêche de subir en fait. Oui, mais exactement. Et je trouve que c'est exactement ça en fait. Parce que les événements de la vie, on ne peut pas les contrôler en fait, ils vont forcément arriver. Par contre, les fleurs de bac permettent de ne plus complètement subir ces événements et de garder une certaine, comment dire, alors pas contrôle parce que j'aime pas le contrôle, mais en tout cas une certaine stabilité, on va dire. Oui, c'est ça, exactement. Et de certaines capacités, de ne pas se laisser complètement perdre ses capacités. Ouais, tout à fait. C'est drôle parce que hier, j'ai eu une personne en entretien conseil en fleur de bac, et c'était ça dont on parlait, c'était la stabilité. C'était vraiment le mot ce dont elle avait besoin. Parce qu'en plus, c'est pas un mot comme je dis d'habitude. Mais voilà, mais c'était vraiment ça, la stabilité. Ouais, je trouve et voilà. Et du coup, au niveau de la motivation, alors, il y a les fleurs de bac qui se trouvent aussi qu'elles m'aident beaucoup. Ah oui. Ça, c'est un truc que j'adorerais faire un jour aussi. Ce serait d'écrire le lien, un livre sur le lien entre les fleurs de bac et l'entrepreneuriat. Ah oui. Parce qu'elles aident énormément sur la procrastination, sur la persévérance, sur la discipline quotidienne. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent être accompagnées avec les fleurs de bac. Et c'est vrai que les huiles essentielles aussi, parce qu'en fait les huiles essentielles en olfaction, elles peuvent aider à se concentrer, elles peuvent aider à retrouver la motivation, à retrouver la joie quand on l'a perdue aussi. Donc toi, tu utilises encore quotidiennement les huiles essentielles? Oui. Et j'avais écrit un e-book que j'ai arrêté là parce qu'il y avait mon ancienne identité visuelle, mais j'avais écrit un e-book sur... où je donnais 30 cas concrets pour sortir de l'anxiété et du stress, et où je donnais des petits exercices, un peu de développement personnel, et que j'associais à chaque fois à une huile essentielle ou une fleur de bac. Ah oui, très intéressant. Et ça, c'est vraiment, je pense, le cœur de ce que je propose en fait. C'est vraiment associer un peu ce côté développement personnel, mais aussi organisation, avec les fleurs de bac et les huiles essentielles, ou les hydrolats aussi. D'accord. Voilà, qui sont très chouettes aussi, où il apparaît très peu de contre-indications. Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Ok, super. Donc au final, tu arrives à trouver des inspirations, des motivations à la fois, comme tu me disais tout à l'heure, à travers les lectures et à travers voilà, l'utilisation des fleurs de bac et des huiles essentielles. Et c'est ce qui constitue finalement ton socle. Oui, en fait. mon terreau, terreau fertile, c'est ça. Super intéressant. Ouais. Et au cours de cette interview, pour terminer, j'avais envie de te poser une question parce qu'on a quand même parlé de maternité, qui t'a accompagnée aussi dans tes choix professionnels. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu as vécu ton expérience de femme et aussi de maman dans le monde du travail jusqu'à présent? Alors, j'ai eu plein d'expériences là-dessus. Je sais que, par exemple, dans le monde salarié, dans l'entreprise dans laquelle j'étais en tout cas, j'avais la chance d'avoir une amie qui était dans un autre poste, mais qui avait allaité déjà ses enfants. Ah d'accord, ok. Et donc du coup qui avait eu l'expérience d'un tir-allaitement au travail. Ok. Et elle a vraiment pu m'accompagner là-dessus. Ah super, ok. Il se trouve qu'en plus cette personne-là a eu un allaitement long aussi, donc c'est-à-dire au-delà d'un an. Ouais, ok. Et moi c'était pas prévu comme ça, mais ça s'est fait comme ça. Et du coup mon allaitement a été long aussi. D'accord. Et ça a été vraiment un très très grand soutien. Ah ouais, parce super. que à chaque fois que j'avais des problématiques liées à ma maternité, notamment la perte de sang, ce qui était très compliqué pour moi à gérer à ce moment-là. En plus des problèmes de maison et tout ça, j'avais vraiment l'impression qu'on ne me comprenait pas. Voilà. Parce que la maternité, ça génère aussi des changements au niveau amical. Je ne sais pas si toi, tu as ressenti ça. Mais j'ai vraiment perdu des amis aussi. On m'avait prévenu. Je me souviens que le directeur général de l'entreprise, avec qui j'étais assez proche, m'avait dit « Tu verras, tu feras ta propre expérience. » Mais il m'avait dit « Tu verras peut-être que les amitiés peuvent changer. » Et moi, je disais « Mais non, pas du tout. » Et en fait... c'est dur parce que on était tout un groupe, on était très amis, j'avais beaucoup d'amis dans cette entreprise. Et on sortait beaucoup le soir. Je vois. Et déjà pendant ma grossesse, je sortais moins parce que la fumée de la cigarette par exemple m'indisposait. Du coup après je sortais moins parce que j'ai pas du tout envie de laisser mon bébé. Bien sûr. Voilà. Et les autres n'étaient pas parents. Et c'est ça. Oui, il y avait un décalage qui s'est créé. Et je découvrais ça et quand on me disait pourquoi tu donnes pas le biberon. Enfin, je me sentais complètement incomprise. Et c'est ça. J'avais l'impression de parler. Voilà. Donc, j'ai eu cette chance-là parce que du coup, je pouvais allaiter au boulot, tirer mon lait au travail. J'avais une salle vraiment où je pouvais le faire en toute discrétion. Et ça se passait très bien. Du coup, j'étais accompagnée là-dedans. Et puis, le directeur de l'entreprise aussi. Je me souviens que je lui ai couru après toute une journée parce qu'il était très chargé. Je voulais absolument lui annoncer ma grossesse. Ah oui. Et quand j'étais enceinte, donc je remonte un peu en arrière. Et en fait, toute la journée, je lui ai couru après. C'était dur parce qu'il n'était jamais disponible. Et j'avais peur aussi de cette annonce-là. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et en fait, je me souviens que vraiment à la toute fin de la journée, au moment où j'allais partir en fait, il a enfin pris le temps, on s'est posé dans un canapé et il m'a pris dans ses bras, il a accueilli la nouvelle avec tellement de bienveillance. Oui, donc déjà ça partait bien. Ah ouais, c'était beau, vraiment c'était beau. J'étais hyper touchée de sa réaction. Donc j'ai été, dans l'entreprise où j'étais quand même très bien accompagnée de ma maternité. Puis tu vois, on m'a proposé ce 80% pendant mon congé maternité. Alors, je l'ai refusé au début. Et après, j'ai fait des pieds et des mains pendant un an pour le voir à nouveau, parce qu'il ne voulait plus après. Donc, j'ai fini par l'avoir. Il se trouve aussi que j'ai réclamé du télétravail, ce qui n'était pas possible sur mon poste et qui n'existait pas, ou très peu avant le Covid. Bien sûr, le télétravail, c'était pas très présent. Et j'ai beaucoup insisté. En plus, c'est pas que je détestais, mais je n'aimais plus mon travail comme avant. En plus, donc j'avais vraiment cette hargne. Je voulais réussir mon allaitement, je voulais être la mère parfaite. Et en fait, les objectifs maternels avaient complètement pris le dessus. Complètement. Et puis j'étais devenue un peu une lionne, quoi. Je défendais corps et âme ces projets-là. J'ai fini par obtenir ça, ce qui a permis de montrer que le télétravail c'était possible. Et du coup, il y a d'autres personnes qui ont pu y avoir accès dans l'entreprise après. Donc c'est chouette quand même parce que, enfin voilà, il y avait quand même. Non, mais je pense que les mères soulèvent des montagnes et permettent de faire avancer pas mal de choses dans la société au global et on s'en rend pas compte en fait. Et je me souviens qu'il y avait d'autres personnes qui ont dit mais pourquoi Lola a le droit du télétravail et pas nous en fait. Par exemple, il y avait une personne qui habitait en Normandie et qui faisait le trajet tous les matins pour aller à Paris, donc c'est quand même plus de 2 heures de trajet. Effectivement. Et moi j'avais 1h30 de trajet. Mais quand même, déjà en région parisienne, voilà. Et elle habitait plus loin. Et elle a pu avoir après une journée de télétravail. Et tant mieux, quoi, parce que c'est pas possible.
Voilà, donc ça, je dirais quand même, à ce niveau-là, j'ai été quand même assez bien dans ta accompagnée. partie salariée, voilà. Voilà, même s'il a fallu que je me batte un peu, mais c'est quand même, j'avais des personnes plutôt à l'écoute en face. Et après, donc à la base, j'ai voulu devenir entrepreneur parce que je voulais travailler sur les horaires d'école de ma fille. Ah oui, d'accord. C'était vraiment un peu mon leitmotiv. Ouais. Et ça s'avérait beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Premier constat, ça a été de me dire toute cette ambivalence maternelle. J'adorais ce que je faisais, mais il fallait que je m'arrête de travailler super tôt pour aller chercher ma fille à l'école. Oui. Et quand j'étais avec ma fille, du coup, je pensais au travail. Et quand j'étais au travail, je pensais à ma fille. Donc, j'étais tiraillée, je ne m'attendais pas à ça. J'ai fini par trouver avec les fleurs de bac, elles m'ont vraiment beaucoup aidée pour ça. Donc j'ai fini par trouver vraiment un équilibre vie pro vie perso. Ok, super. Et d'ailleurs j'ai décidé, après j'ai fait une formation là-dessus, j'ai décidé d'accompagner les mamans à trouver leur équilibre vie pro vie perso. Parce que je me suis dit, là il y a vraiment, ça y est, j'ai trouvé. Ça a été ma première difficulté. La seconde, c'est que j'ai trouvé que tous les conseils business qu'on pouvait donner ne s'appliquaient pas à ma situation. Et oui, je comprends. Ouais. Au début, je me disais, c'est très bien, mais en fait, comment moi je fais en travaillant peu? J'en avais pas trop entendu parler de slowpreneuriat. Oui, non, c'est très récent, ça fait un an peut-être. Pour moi, c'était pas du tout un terme qu'on utilisait. Ouais, complètement. Et du coup, je me disais, mais je peux pas travailler 40 heures par semaine. En plus, les endormissements étaient super longs le soir, donc je pouvais pas travailler le soir. Du coup, je travaillais de 9h à 16h30, 17h, et c'est tout, quoi. Et 4 jours et demi par semaine. Donc ça a été super dur quand même, parce que... Quand on se lance. Voilà, parce qu'il fallait que je trouve mes propres codes. Et je trouvais personne autour de moi qui avait ces codes-là. Et j'osais pas en parler, j'avais honte. Je comprends. J'avais une espèce de honte de la comparaison qui... mais les gens, ils travaillent comme des dingues, ça prend bien, et moi, c'est pas ça. Donc en tant que femme, ça a été compliqué. Et là, et en tant que mère, voilà. Et là, c'est vrai que je viens de traverser une phase, et je pense que je suis encore bien dedans, encore plus compliquée, où j'ai arrêté d'accompagner les gens à trouver leur équilibre vie pro vie perso. Parce que, gros bouleversement, j'ai décidé d'avoir un second enfant, ce qui n'était pas prévu, j'avais juste envie, et on a décidé comme ça un peu. Et donc j'étais enceinte en tant qu'entrepreneur, sauf que j'ai découvert que déjà en tant que thérapeute, c'est difficile de s'appliquer ses propres conseils à soi-même, parce qu'on n'a pas toujours accès aux ressources qu'on connaît. Qu'on n'a pas le recul nécessaire. Le recul surtout, je dirais. Et du coup, j'ai travaillé comme une dingue pendant ma grossesse, alors que j'avais vraiment ralenti avant. J'ai travaillé plus que je n'avais jamais travaillé en tant qu'entrepreneur. Ah ouais, d'accord. Parce que je voulais à tout prix financer mon congé maternité par moi-même. Ouais, d'accord. Parce que je trouvais pas les infos, parce que voilà. Et il s'est trouvé que j'ai perdu mon compte Instagram, mais c'est pas la seule cause, je pense, mais du coup j'ai perdu mes 2000 abonnés. Quand même. Donc j'ai pas réussi à financer mon congé maternité comme je voulais. Je me suis mis énormément de pression en fait, pendant les 9 mois de ma grossesse. Et au final, pour arriver à ce que je craignais, c'est ne pas avoir de revenus pendant mon congé maternité. Et du coup, j'avais juste, je sais plus combien j'ai touché, 300 et quelques euros pour mon congé maternité. Donc le minimum. Après, je pense qu'en plus, je crois qu'il faut avoir été 5 ans auto-entrepreneur pour espérer quelque chose. Donc, avec un revenu assez élevé. Avec un revenu assez élevé. Et j'avais pas les quotas, donc j'ai touché le minimum. Ce qui est bien, c'est mieux que rien, mais pas du tout suffisant pour vivre et payer un loyer. Et j'ai décidé de reprendre à la sortie de mon congé mat au bout de 4 mois, parce que j'en avais envie, j'ai besoin aussi pour me nourrir, ce que je te disais au début, j'ai besoin d'avoir des activités assez intensives pour me sentir bien. Et en fait, le truc c'est que c'est comme si je redémarrais à zéro, c'est ce que j'ai découvert en reprenant après un congé mat. Petite enfance avec ma première fille, et donc j'avais retrouvé une forme de liberté, parce qu'après 5-6 ans, on retrouve un peu un autre rythme. C'est sûr. Oui, non, mais en fait, tu reprends presque, entre guillemets, ta vie d'avant, des fois. C'est vrai. Et du coup, le fait de retomber dans cette toute petite enfance, bébé, etc., je me suis rendu compte que j'avais pas les mêmes capacités, ni physiques, ni mentales, en fait, de relancer un projet comme ça. Bien sûr. Donc, et puis, il ne faut pas oublier que le cerveau se modifie, tout à fait. Ça a été prouvé. Pendant les mois qui suivent, pendant la grossesse. Pendant 2 ans, je crois même. Et ensuite, quoi. Donc, c'est vrai que là, moi, je suis dans cette phase-là, où je sens bien que
Même si on en parle de plus en plus, et par exemple, je vois bien qu'aujourd'hui, on a énormément avancé par rapport à quand ma fille est née. Ah, c'est vrai. Ça a énormément bougé D'accord. autour de tout ce qui est éducation bienveillante, D'accord. d'être à l'écoute de son enfant, etc. Enfin, vraiment, ça n'a rien à voir. Ah, tu le ressens Oui, vraiment, ouais. ouais, c'est vraiment très Ok. fort. Mais là, aujourd'hui, je trouve que être entrepreneur et être jeune maman, Oui, et pourtant j'ai démarré avant, Oui. mais pas très longtemps avant non oui, plus, finalement, ouais. et ben en fait c'est super dur quoi. Ouais, Voilà, ça reste compliqué. je... Par rapport à un homme, il y a quand même une différence. Ah oui, bah c'est ouais, ça, c'est ça. Ouais. Et j'ai voulu me prouver le contraire, et j'ai voulu me dire que... Parce que on a cherché à avoir une égalité avec mon compagnon, Oui. mais c'est pas possible en fait. Mais non, mais bien sûr. On n'y arrive pas. Ouais, ouais. Donc lui travaille beaucoup, Oui, et moi je m'occupe beaucoup des enfants. mais bien sûr. Et on se retrouve dans ce schéma-là. Oui, ce qui qui est compte, c'est que temporaire, hein. chaque couple, chaque famille trouve sa façon de faire, Voilà. en fait, qui lui Mais c'est convient. vrai que pour l'instant on est dans ce schéma-là parce que on n'a pas trouvé comment faire autrement en fait. Ouais, je comprends. Tout simplement. Ouais, Enfin, ouais. Et avec tout ce qui va avec, quoi, l'environnement, Tout à fait. l'entourage, voilà, Ouais. chacun fait en fonction des ressources qu'il a. Quoi. Exactement. Donc, ouais, ben, je pense que c'est un beau message à transmettre, peut-être justement à ces jeunes mamans qui nous regardent, qui sont aussi entrepreneurs ou pas, mais qui galèrent à trouver et qui se laissent, comme toutes, avoir par cette image de les femmes peuvent tout avoir. Ouais. Je pense que c'est bien de diffuser ce message aujourd'hui. Oui, c'est bien voilà. de dire. Je pense que avec le temps, on peut trouver une autre forme d'équilibre, mais il n'y a pas d'équilibre parfait en C'est soi. ça. Il n'y a pas un modèle. Il n'y a pas un modèle. Alors aujourd'hui, il y a le slowpreneuriat qui se développe petit à petit, on en entend de plus en plus parler, donc je pense que c'est vraiment une bonne piste. Ouais. Malgré tout, moi personnellement, j'ai pas réussi à craquer le code. Non, bah, je comprends. Voilà, qui Ouais. fait que ça fonctionne et je suis toujours en train de le chercher. Il n'y a pas de hack. Et non, il n'y a pas de hack possible. Et c'est pas grave après pas grave. aussi. Et après, on fait avec le contexte. Il y a tellement de choses Oui, qui c'est rentrent ça, en jeu, il y a contexte tellement de choses. économique. Exactement. En fait, on ne peut pas contrôler Non. beaucoup de choses aussi. Donc, Non. ouais, bah, je trouve que c'est un beau message. Et pour le coup, je m'épanouis dans ma vie de maman. En plus. Voilà, Donc, vraiment. voilà. Donc c'est vrai que au niveau entrepreneuriat, je tâtonne encore pour trouver ce qui va coller avec ma nouvelle vie. Ouais. Mais en tout cas, en tant que maman, je m'épanouis. Donc Bah écoute, je trouve voilà. que c'est parfait pour ce beau message positif pour conclure notre échange d'aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup Lola. Avec plaisir, merci de Et m'avoir puis invitée. bonne chance et bon courage dans tous tes projets et j'espère à bientôt. Merci beaucoup pour toi aussi. Merci.